Mais bonjour à tous, déjà merci d'être là. Je vous présente Fédois Misk et Aude Massot, qui sont juste là. Je fais une petite présentation pour vous situer au cas où les gens ne vous connaissent pas, même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens connus. Fédois, je commence par quoi? Écrivaine, conférencière, journaliste, militante, féministe. Voilà. Hein, cuisinière, jardinière. Cuisinière, vas-y, on rajoute. Rajoute tous les talents au passage, c'est tout bon. Aude. Ouais. Tu es dessinatrice de BD. C'est tout. 2009. C'est pas mal quand même, 2009. Ouais, c'est vrai. Et t'as fait un peu de tout. T'as fait de l'engagé, de l'humoristique, un mélange d'un peu de tout. Ouais. Et justement, Des femmes guettant l'annonce, c'est un mélange des deux. C'est vrai. On a des thèmes importants et de l'humour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce projet? Est-ce que ça vient de toi, Fédois? Est-ce qu'il y a eu un intervenant extérieur qui vous a connectés toutes les deux? Alors en fait, moi je suis partie en résidence au Maroc en 2021. C'était une résidence itinérante organisée par l'Institut français de Meknès. Et j'étais là-bas pour un projet, mais il n'y avait pas vraiment de sujet au départ, de thématique. Après, je savais que je voulais aborder des thématiques, donc je suis partie sur cette résidence. On était plusieurs artistes, et puis on devait faire des carnets de voyage, etc. Et puis trouver un sujet, en fait. Ouais. Et après, moi, je me suis dit, bon, il y a plein de choses au Maroc qui m'intéressent, mais c'était un pays que je connaissais un peu, mais pas tant. Donc, je découvrais en même temps. On dessinait sur place, etc. Et après... Tu disais itinérante, donc tu as vraiment... Ah oui, alors après, c'était entre Tanger et Meknès. Donc, on a fait tout un voyage, etc. C'était super cool. Et puis, donc c'était organisé par l'Institut français. Donc, on n'avait que ça à faire, de créer, de penser. Et moi, quand je suis arrivée à Tanger, je me suis rendue tout de suite à la librairie Insolite, qui est une grande librairie à Tanger. Et j'ai demandé à lire de la littérature contemporaine marocaine. Et je voulais lire plutôt des femmes, parce que voilà, j'étais intéressée par le féminisme et les thématiques là-bas. Et je suis tombée sur le livre Nos mères de Fédois. Donc la libraire m'a conseillé, elle m'a dit faut que vous lisiez ça, c'est super. Merci Hayat. Voilà. Donc j'ai lu son livre et j'ai trouvé que justement c'était super bien parce que donc dans Nos mères, elle parle de la relation des filles avec leur mère, des filles marocaines avec leur mère. Donc c'était une suite de petites scènes avec à chaque fois une histoire différente, mais c'était traité avec beaucoup d'humour. Et il y avait un côté théâtre, humour, et je me disais ah tiens, ça pourrait bien marcher en BD. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais l'appeler, puis je vais lui demander si elle voudrait travailler avec moi. On ne sait jamais. Et puis voilà, j'ai appelé Fédois, je lui ai dit, écoute, ça t'intéresserait que j'adapte... Du coup, au départ, j'avais adapté un extrait de Nos mères pour la résidence, puisqu'à la fin, il fallait rendre des pages, donc voilà. Et puis après, on a continué à échanger. Et là, on s'est dit qu'on pourrait peut-être prolonger ça sur un projet d'album. D'accord. Voilà. Et toi, tu n'avais jamais travaillé en BD avant ? Ça t'a intrigué? T'as vu tout de suite un potentiel dessus? Qu'est-ce que... J'ai jamais travaillé sur une BD, mais j'aime l'univers de la BD en général. Et puis, Aude m'avait envoyé un petit peu ce qu'elle faisait, donc j'étais vraiment intéressée. Et puis, quand elle m'a soumis ce qu'elle avait fait sur ces textes qu'elle avait illustrés, j'avais adoré. Et donc, elle m'a dit, voilà, si jamais tu as une idée, moi, je rentre bientôt en France, je termine un projet. Si tu as une idée, dis-le-moi. Et moi, j'avais déjà une idée en tête depuis plusieurs années, mais je ne me voyais pas... J'avais jamais pensé à la BD auparavant. Ça d'un côté... mais je portais cette histoire en moi et ça devenait de plus en plus urgent puisque le sujet, on n'en parle pas assez. C'est comme s'il était classé. Ouais. Il y a chaque 4-5 ans au Maroc le débat sur l'IVG pour une raison ou pour une autre et après on l'entérine et on n'en parle plus et il n'y a pas d'avancée. Et là je me suis dit tiens, viens leur chercher un peu de viennoise et ressort ce projet. Et là il y avait un autre... je me suis posé la question, est-ce que ça collerait en BD? Alors évidemment, toute histoire pourrait faire l'objet d'une BD, mais après, le trait et l'humour dans le trait d'Aude m'a un petit peu changé. Il a changé ma perspective parce qu'avant ça t'a fait repenser un peu ton projet. En fait, parce que écrire un roman sur l'avortement aurait forcément été un projet dramatique. J'aurais certainement versé dans le pathos. Et voilà quoi, le roman s'y prête aussi à beaucoup plus d'analyse, d'introspection, de machin. Donc je me suis dit,
là, j'ai un autre challenge qui s'impose à moi, c'est de pouvoir composer avec ça. Mais ça m'ouvrait une porte magique, celle de l'humour, justement. Alors, c'est un sujet sérieux qui est traité de façon sérieuse, je vous rassure, mais avec de l'humour de situation. Et comme il y a énormément de choses absurdes autour de ces questions liées au corps et à la liberté des femmes, je me suis dit, ça tombe bien. Ce côté humoristique, on pourrait toujours le montrer d'une façon ou d'une autre. Et puis, je me suis dit, alors, parmi les autres étiquettes, je suis aussi scénariste télé. Et ça m'ouvrait une autre porte, c'est-à-dire que sur les films, on pourrait justement tourner des paysages, des scènes et machin, mais par exemple, on peut très difficilement explorer le monde des rêves. Et un monde onirique, et la BD permet justement, que ce soit la BD ou le film d'animation, cinéma d'animation, ça permet d'explorer un monde onirique, on peut se lâcher dans notre imaginaire. Et donc, en fait, d'un côté, ça me permettait de parler d'un sujet qui me tenait à cœur, et de deux, de faire une expérience créative avec une personne avec qui le courant est passé immédiatement, ce qui était génial en soi. Vous vous êtes revus du coup entre Nos mères et celui-ci? Oui, on s'est vu. On s'est vu d'abord à Meknès. C'était la première fois qu'on se rencontrait directement. Après, je suis revenue. Mais par la suite, elle est revenue parce que elle ne connaissait pas. Le road trip se déroule entre Casa et Agadir, et elle ne connaissait pas cette région du Maroc. Il fallait absolument qu'elle voie ça, donc elle est revenue encore une fois en résidence. Et là, on a vadrouillé ensemble. Sur les pas de nos dames. Et le reste du travail s'est fait à distance? Oui. On a beaucoup fonctionné à distance, ouais. D'accord. Vous fonctionniez comment? Tu écrivais un texte que tu adaptais, ou vous faisiez le storyboard ensemble? Non, en fait, Fedwa, elle m'a envoyé le texte scénarisé, nickel et tout, parce qu'elle est très pro. Et voilà. Puis après, il y avait des petites corrections, parce que bon, pour l'adaptation, il fallait forcément faire des choix. On passait par monsieur, donc notre éditeur est dans la salle. Il faut pas négliger son travail, qui était énorme et qui était là dès les premiers essais jusqu'à la fin, vraiment avec professionnalisme et voilà quoi. Donc en fait, c'était pas juste une balle de ping-pong qu'on s'envoyait, c'était vraiment un travail d'équipe à distance, mais voilà quoi. Chaque étape était validée et accompagnée par l'éditeur, donc c'était pas juste entre nous deux. Mais il fallait bien terminer le scénario, envoyer, valider le scénario et après passer au storyboard, valider le storyboard et après. Chaque étape était partagée. Le fait d'avoir voyagé, toi, ça t'a aidé pour les décors, ou ça t'a aidé aussi en termes d'ambiance, en termes de ressenti? Oui, ça c'est sûr. Après, c'est toujours mieux de voir les lieux pour les représenter, même si on peut faire sans. Mais moi, j'aime bien voyager. Ouais. Donc, si la BD me permet de voyager, tant mieux. C'est un bon prétexte. Voilà. Non, mais on le sent. On sent vraiment la personne engagée. En tout cas, moi, c'est le retour que j'ai du Maroc, c'est que ils ont aimé comment le Maroc a été représenté. On sentait un petit peu qu'on a aimé ce qu'on a vu, on a essayé de le représenter d'une manière juste. C'est dans les petits détails, en fait. Ouais. Et puis, moi, j'ai assisté avec Aude parce qu'elle était tout le temps fourrée dans des souks. Elle dessinait tout le monde. Donc, en fait, à dessiner des plans de Casablanca. Et, vraiment, elle le faisait avec amour. Donc, moi, je pense que ça change quand même de quelqu'un qui fait un dessin juste parce qu'il est sur un projet. Et voilà. Tu parlais des petits détails? Ouais, en fait, c'est-à-dire quand on va sur place, parce que sur Google, on peut trouver des tas de photos, mais c'est un peu cliché, ou voilà. Alors que quand on va sur place, c'est froid. Il y a des petits détails de la vie quotidienne des gens qu'on remarque. Du coup, j'essaye un peu de mettre par touche sans insister forcément, mais dans les scènes qui se passent en arrière-plan, quoi. Capter des moments, puis voilà, j'aime mettre des petites scènes que j'ai vues, en fait, ça me plaît. Ouais, tu reprends des visages, des choses que tu as observées. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et bon, le thème principal, c'est l'avortement au Maroc, mais il y a plein d'autres choses. Il y a la condition féminine, il y a la charge mentale, la présence sociétale, il y a plein de choses. Est-ce que c'était important pour vous de justement aborder un tout et pas juste de se concentrer sur l'avortement? Pour vous, c'était nécessaire d'associer les deux? Après ça, tu peux peut-être plus répondre que moi pour le
c'était normal en même temps. En même temps, c'est un livre de fiction. C'est pas Ouais, c'est un ça. essai. C'est pas un reportage. C'est un livre de fiction. Donc, on peut pas traiter un sujet sans Il fallait que tu poses tout un voilà contexte sans autour, voilà, planter un contexte et puis planter le décor et puis parler de personnalité avec plusieurs facettes, avec une histoire, un passé et un avenir qui se construit au fur et à mesure. Donc il fallait absolument parler de ce qu'elles vivent, les trois personnages, de ce qu'elles vivaient et comment elles vivaient. Parce que souvent on parle de la femme marocaine, mais il n'y a pas une femme marocaine, il y a des femmes marocaines. Cette diversité, elle existe partout, mais d'autant plus chez nous qu'il y a beaucoup de disparités, que ce soit sociale, intellectuelle. Et donc voilà, donc je voulais montrer des femmes différentes et puis montrer quand même un socle qui les réunit et comment elles sont toutes traitées de la même façon par une société où le patriarcat est présent et bien ancré. Donc, c'était aussi ma façon de dire que tu sois croyante ou pas, traditionnelle ou moderne, tu restes une femme. Et du moment que tu es une femme, eh ben, tu vas subir le poids du patriarcat et qu'on peut se réunir autour de notre féminité pour justement lutter ensemble. Et voilà, quoi. C'était important pour moi de montrer la différence, mais aussi de souligner ce qui nous rapproche. Est-ce que c'est pour ça que tu mets du coup plusieurs personnages principaux et chacun illustrant une partie du problème différente? Oui, parce que je pense aussi qu'il y a énormément de clichés sur cette question de l'avortement. Souvent, lorsqu'on parle d'IVG, on pense à une femme plus ou moins inconsciente, à la sexualité débridée et tout ça, alors que ça concerne aussi des femmes mariées qui ne peuvent plus avoir d'enfants. Ça concerne Madame tout le monde, quelque part. Donc je voulais un petit peu montrer des personnes et des profils différents. Et puis il y a, par exemple, Lila qui est d'un certain niveau, elle est autonome et financièrement, alors que la jeune femme à la djellaba rose, ça représente vraiment la jeune femme précaire et qui pour moi représente une majorité de cas. Donc il fallait absolument montrer que elles sont toutes pareilles dans la détresse face à ce patriarcat et que voilà, elles gagneraient toutes à prendre la parole sur cette question, quelles que soient leurs origines, leurs conditions. Oui, tu les mets dans des positions différentes en termes de relation à la religion, Absolument. de cadre familial, Absolument. de plein de choses finalement. Absolument. Et surtout pour dire aussi par rapport à la religion, parce que c'est très important, et surtout que je m'attendais un petit peu à avoir un lectorat qui connaît pas forcément le Maroc, c'est de dire aussi que la religion telle qu'elle est peut-être assimilée ici ou vue d'ici est manichéenne. Il y a les religieux et les non-religieux, alors que dans notre pays, en tout cas, je parle du mien, la religion c'est quelque chose de transversal. On est tous un peu, on a la foi en certaines choses. Et d'autres pas, on prend quelques libertés avec la religion dans le sens où ça reste du domaine de la spiritualité pour la plupart du temps. C'est-à-dire que oui, on peut être musulman, mais tout en faisant marcher ses neurones. Et surtout, j'ai voulu souligner des passages du Coran qui disaient que la religion est avant tout faite pour faciliter la vie des gens. Et ça, c'est écrit noir sur blanc, mais personne ne veut le voir, surtout pas les religieux orthodoxes et tout ça. Et donc, pour moi, c'était important de montrer aussi ces gens qui ont la foi, qui sont religieux, mais qui sont ni dans l'extrémisme, ni dans l'intégrisme, ni dans le rejet de l'autre. Et pour moi, le personnage de Malika incarnait tout ça. C'est une femme traditionnelle, elle est croyante, elle fait sa prière, mais elle n'est pas du tout dans le rejet de l'altérité.
Et pour les créer, ces personnages, en termes d'aspect, est-ce que tu as bossé toute seule? Est-ce que Fédois t'a donné des indications? Comment ça s'est passé pour leur créer une identité? En fait, Fédois, elle m'a laissé hyper libre sur l'interprétation graphique. Okay. Après, j'ai soumis des recherches de personnages, ce que je fais à chaque fois que je commence un projet. Et puis voilà, elle m'a dit voilà, un peu comment je vois ces personnages. Et puis voilà, après moi je me suis inspirée un peu de physique que j'ai vu là-bas. Par exemple pour le personnage de Lila, elle ressemble plutôt à moi ou à des copines. C'était une femme moderne, un peu comme nous. Du coup je voulais qu'elle ait un aspect proche en fait de gens que je côtoie. Voilà, après Nisrine, en fait je me suis pas mal inspirée de Rossi de Palma, l'actrice, que j'aime beaucoup parce qu'elle a un physique... assez elle a une gueule comme ça et je voulais vraiment comme elle a beaucoup de caractère, qu'elle est androgyne, je voulais qu'elle a un physique comme ça bien marqué, lui faire un nez hyper reconnaissable, voilà. Et puis après c'est vrai qu'on voit comme ça des physiques en Afrique du Nord ou même en Espagne très marqués comme ça, élancés avec des visages longs et voilà. Et Malika pour moi elle était beaucoup plus dans la bonhomie. Je voulais que ce soit un personnage qui soit mignon en fait, que voilà, comme elle incarne cette espèce de bonté, de générosité. Voilà, je voulais qu'elle soit mignonne. Je voulais vraiment qu'on fasse, qu'on ressente ça à travers le dessin. Et je voulais que toutes les trois elles soient vraiment très très typées quoi. Ouais. Et oui, tu voulais qu'on puisse pas confondre l'une avec l'autre. C'est ça. Et en même temps, côte à côte, elles ont finalement le sens, comme tu dis, de représenter la diversité. Absolument. Et toi, il y avait des consignes, des trucs auxquels tu tenais, des petits détails comme ça sur les... Je pense pas qu'on a eu des échanges par rapport au... Sincèrement, bon, il y a des... Alors, c'est drôle parce qu'on a entamé ce projet en parallèle à la série télé et c'était incroyable comment ça passait d'une manière super fluide avec Aude. J'ai l'impression qu'elle était dans ma tête, alors qu'avec l'autre réalisateur, c'était la guerre, mais vraiment totale. Et donc, du coup, on n'a pas eu vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a des choses que j'ai imaginées peut-être différemment. Il y a des têtes que j'ai imaginées différentes, mais après, je me suis dit, non. Déjà, elle est co-autrice et elle a le droit d'avoir son propre avis, mais en plus de ça, ça me permettait à moi aussi de voir les personnages. Moi, par exemple, je voyais l'herboriste comme un petit vicieux, vicelard, machin, alors que tu lui as donné une bonne tête. Je me suis dit, oui, en même temps, pourquoi être dans le cliché? Après, il y a des gars qui ont, de bonnes têtes et qui sont super faits. Là, moi, c'est comme ça que je voyais les choses, c'est-à-dire toujours aller à l'inverse de la tendue. Avec la sale tête. Exactement. Justement, pour moi, cet herboriste, c'est vraiment le gars sympa, le commerçant, monsieur tout le monde et tout. Puis en fait, il dit des horreurs. Oui. Du coup, le décalage, je trouvais ça intéressant. Ouais. Donc, mais sur l'intégralité, franchement, j'étais en train de dire yes à chaque fois. Et moi, je pense que c'est la chance du débutant. Pour moi, en tout cas. Il y a 2-3 thèmes particuliers dans l'album. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle un peu ensemble. En particulier, les médecins et tous les obstacles entre les patientes et l'avortement. Alors, les médecins, que ce soit par les dénonciations ou par cette espèce de pression morale comme ça, mais aussi tout ce qui va être superstition. Est-ce que toi, tu as une formation en médecine à la base? Est-ce que aborder justement ce chemin hyper dur et pas seulement l'interdiction de l'avortement, mais vraiment ce chemin de connexion compliquée entre la patiente et l'acte, toi, c'est un truc que tu voulais illustrer particulièrement? Oui, parce que vous savez, il y a eu pas mal de débats sur l'avortement. Là, le débat dont je parle est une fiction. Mais on a eu ce genre de débat, on a eu ce genre d'arguments et tout ça. Donc, et à chaque fois, on a les islamistes qui montent au créneau, en fait, pas que les islamistes, les misogynes de tous bords, parce qu'il y en a pas mal justement qui portent une cape de gauche alors qu'ils n'en ont pas. Et en fait, il fallait absolument que je parle de ça, mais au bout d'un moment, je me suis dit, il y a une voix qui manque, c'est celle des victimes.
Parce que mine de rien, à force de brailler, on finit par croire qu'on a eu le dernier mot. Et c'est ce qui arrive lorsque les conservateurs montent au créneau sur les télés, sur les radios, et qu'ils finissent par crier le plus fort. Ben, ils finissent par gagner parce que personne ne parle de l'autre côté. Et donc moi, je me suis dit, au Maroc, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs qui se rapprochent culturellement, il y a quelque chose de très important, c'est que la majorité n'est pas islamiste. La majorité, elle est silencieuse, elle est plus ou moins dans une sorte d'ignorance ou d'indolence des fois. Elle ne sait pas des choses, donc elle garde le silence et elle laisse faire les islamistes qui, eux, kidnappent un petit peu. Ils prennent en otage la parole des autres musulmans. Donc je me suis dit, ben moi je vais pas m'adresser aux islamistes. Moi je veux m'adresser à Monsieur Tout le Monde, qui ne connaît pas, qui par ignorance va peut-être leur donner raison. Mais moi je vais m'adresser à eux pour leur montrer ce que vit une femme qui est justement menacée par des représailles si jamais elle essaie d'avorter de façon clandestine. Et donc je me suis dit, allez, présente ces femmes, donne-leur un nom, donne-leur un visage, une vie et une situation stressante pour qu'elle puisse un petit peu toucher le lecteur. Pour ce qui est de la médecine, c'est pas forcément dans l'hôpital que j'en ai appris sur cette question. C'est plutôt à travers des récits de personnes que je connais, à travers tout ce qu'on entend, et puis à travers les médecins qui ont pratiqué, certains praticiens. D'ailleurs, il y a peut-être 3-4 ans, il y a un médecin qui avait 70 ans, qui s'est retrouvé à purger 2 ans pour une question d'avortement clandestin, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a bossé toute sa vie et qui finit en prison. Et pour moi, c'était aussi une sorte de soutien à ces médecins qui prennent des risques. Bon, je vais pas dire que tous le font par humanité, certains le font pour gagner des sous. Voilà, l'argent c'est très important aussi parce que, alors que par exemple, il y a des gens comme professeur Shafir Kshreibi qui lui, a créé une association de lutte contre l'avortement clandestin et qui lutte depuis longtemps pour dépénaliser, mais surtout pour la rendre gratuite, pour la rendre accessible dans l'hôpital public, parce que il reçoit des femmes dans des situations catastrophiques. Certaines trouvent même la mort. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais selon les chiffres de l'OMS, l'avortement clandestin ou dangereux, comme il l'appelle, est la 3e cause de mortalité maternelle. 3e, c'est pas l'éclampsie, c'est pas machin, et donc c'est un chiffre conséquent. Et donc pour moi, je voulais rendre hommage à certains médecins et puis montrer aussi ce qu'ils risquent. Parce qu'un médecin aussi, ça risque d'aller en tôle parce qu'il a voulu aider une personne. Et tu montres bien aussi que les dénonciations se font en un clin d'œil, en fait. En fait, exactement. À chaque fois qu'il y a comment dire, c'est une polémique autour de la question, les dénonciations peuvent commencer. Ça peut être un concurrent, comme ça peut être, je sais pas moi, un petit ami éconduit. Ça peut être pas mal de choses. Mais effectivement, ce sont des choses qui arrivent assez souvent. Tu expliquais tout à l'heure que c'est une espèce de vague. Ce débat revient souvent sur la vie publique. Et là, tout au long de l'album, on a l'impression d'entendre des gens parler sans aucune sincérité. Enfin, que c'est vraiment juste histoire de donner un avis sur un truc. Et qu'à part les quelques militants, en vrai, personne s'y intéresse. Enfin, en tout cas, personne n'est décidé à faire bouger les choses. C'est parce qu'on n'entend qu'une... Déjà, souvent, ce sont des hommes. Déjà, remarque d'ailleurs. Oui. Déjà, ce sont souvent des hommes et ça parle au nom de la morale pour diverses raisons. Et voilà quoi. Et d'un autre côté, c'est parce qu'on n'entend pas les principales concernées, parce qu'elles ne vont pas parler. Elles ne vont jamais parler. Elles risquent la prison. Maintenant, les associations féministes, il y a des femmes qui sont beaucoup plus courageuses et tout ça, mais leur parole est super connotée, donc forcément,
on les écoute pas tellement, quoi. Cette frustration-là, c'était aussi une des motivations pour cet album? Oh, ça va de soi, oui, évidemment, évidemment. Moi, ça m'a super frustrée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ça Des femmes guettant l'annonce, parce que du moment où le débat a commencé, le dernier débat, et en fait, le roi avait décidé d'ouvrir un débat national avec le Conseil des droits humains qui va écouter toutes les parties de la société civile et tout ça. Et on a fait un travail de malade, on a argumenté et machin. Et on était dans l'attente de cette annonce qui va tomber. Et quand c'est tombé, c'était ça. C'était que ça. Et finalement, je me suis dit, finalement, vous n'avez pas réglé 90% des cas de femmes qui ont besoin d'avortement. On a noyé un petit peu le débat en l'élargissant à des victimes d'inceste ou de viol. Voilà. Et donc, les conditions hyper... Voilà, c'est des conditions. Mais ça représente combien de cas d'avortement? Donc, ça ne règle rien, mais ça classe le sujet, genre... On a fait un débat, voilà le résultat, c'est bon, calmez-vous. Ben non, on va pas se calmer. Donc je suis restée sur cette frustration et je me suis dit, ce moment, je veux que l'histoire se déroule pendant cette période où on était en train d'attendre cette annonce du gouvernement. Avec le flop final. Exactement, avec un flop final. Mais en fait, j'aurais pu imaginer un autre truc, mais je me suis dit non parce que c'est pas encore fini. Et peut-être que le livre, justement, va permettre de rappeler les décideurs ou les féministes ou les femmes que c'est pas encore fini et qu'on va devoir y revenir. Voilà. De ton côté à toi, Aude, alors tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas faire des sales gueules aux méchants, que c'était trop typique, mais de te retrouver à dessiner des personnages, des décideurs qui décident rien ou qui sont toujours sur les mêmes positions et tout, t'as pas de temps en temps envie de leur faire une sale gueule volontairement ou... Après, je me suis fait plaisir sur certains personnages. Un peu de vengeance au passage. Non, mais après, c'est-à-dire que effectivement, il y a des personnages hyper crades dans l'album, genre le gros médecin là qui tripote les nichons de Maïka. Lui, il fallait vraiment que je le rate pas, tu vois. Bon, quand même, au passage, quand même. Mais après, il faut doser ça parce que si c'est tout le temps, sur tous les persos, ça devient un peu bon, c'est bon, on a compris. Donc, voilà, c'est ça, c'est James Bond. Donc, fallait mettre un peu de nuance, ça dépendait un peu des. Et puis après, dans l'album, il y a des émotions, c'est quand même un album où il y a beaucoup d'émotions, donc faut doser aussi par séquence. Moi, mon taf, c'était d'essayer de pas en faire trop à des moments, puis quand il fallait que ça explose, faut que ça explose, et là j'y vais. Et puis à des moments, il faut que ça retombe un peu pour qu'on suive le récit. Si tu fais un mec avec une tête ridicule au milieu d'un passage un peu triste, ça va venir. C'est ça, du coup après ça devient trop burlesque et ça marche pas, donc il faut doser un peu les choses. Enfin, j'essaye de le faire, j'espère que je l'ai bien fait, hein, mais... Et ce passage en hôpital là, terrifiant, le moment film d'horreur avec quelqu'un qui a ces moments-là, tu te dis pendant les 10 pages qui arrivent, on va faire une ambiance de tel type, donc je vais changer mes couleurs, je vais changer mes personnages. Là c'était un peu des choix que je proposais à Fédois, mais que j'avais envie d'un peu d'accentuer le côté dramatique, et je m'inspire beaucoup de films en fait, du cinéma, de codes du cinéma. Donc là je pensais à Walking Dead pour cette séquence. Quand elle m'a dit elle rentre dans un dispensaire, abandonné, où il y a des rats qui courent, il y a des chats affamés, c'était... En BD on peut se permettre quand même de pousser un peu les curseurs du genre, et voilà, pour que le récit soit pas ennuyeux, justement, que ce soit pas que un récit initiatique un peu sur le même ton. Sur certaines séquences j'ai un peu poussé les curseurs pour qu'on soit un peu dans du cinéma, quoi. Amener un peu de variation. Voilà, c'est ça. L'humour, on en parlait tout à l'heure, donnée hyper importante, hyper clé. Comment est-ce que vous avez bossé l'humour toutes les deux, entre le côté visuel de l'humour, entre certains dialogues? Est-ce que vous vous êtes dit à chaque fois, bon, à telle scène, là, faut qu'on fasse un truc un peu rigolo parce que sinon on va être trop dans le dur? Comment vous avez travaillé ça? Là, pour le coup, Fédois, elle dit que j'étais dans sa tête. Mais c'était un peu vrai, c'est-à-dire que son écriture était assez limpide pour moi, je me suis pas trop posé de questions en fait. Puis après quand j'ai proposé le storyboard, parce que moi je lis le scénar, je fais le storyboard, après je le montre au scénariste, on échange en général à l'étape du storyboard, parce que moi je fais des choix de mise en scène, de cadrage, parfois je coupe un peu parce qu'il faut couper, parce que la BD
permet pas forcément de s'étaler trop. Mhm. Mais le scénariste valide quand même le storyboard. Donc à cette étape-là, on échange. Et là, on peut discuter des choix. Mais pour le coup, ça, j'ai plutôt On n'a été pas eu, dans le ton que tu voilà. voulais, quoi. Absolument. Et sur l'écriture de dialogue, toi, ils étaient déjà faits ou il y a des choses qui ont été réajustées Non, bien sûr qu'il y a des réajustements parce que moi je suis bavarde. Donc c'était très bien écrit. Donc elle a pris des libertés, mais c'était ok. Non, c'est vrai, je parle beaucoup, je fais des jeux de mots. Ça c'est, on peut pas changer du jour au lendemain, mais franchement, mais le résultat était fidèle. Donc il est resté fidèle à l'esprit de l'histoire et pour moi c'était ça qui est important. Il y a eu par exemple des bulles peut-être qui ont sauté, des mots qui ont changé. Non, il y a eu pas mal de changements, mais après, comme c'était à toutes les étapes validé par nous deux et par Marie et Fred. Donc voilà, il y avait toujours consensus. On était satisfaits tous les quatre. Donc, mais c'était fluide, franchement. Pour avoir passé par être passé par le pire, donc non, il y a parfois des collaborations beaucoup plus compliquées. Là, ouais. C'était plutôt, c'est plutôt. En fait, juste pour ajouter quelque chose au niveau du scénario, on n'a pas tellement intervenu. Il y avait juste un truc au début, c'est que et c'était normal parce que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. On était un tout petit peu trop dans le sujet au début. Et en fait, là, on a fait un peu avec Aude, on a un peu décalé en disant, il faut, Thelma et Louise, c'est un peu la référence à la fois qui est un souffle et qui est aussi que les personnages, on reste pas en surface et que finalement, au-delà de l'histoire de l'avortement et du Maroc, il y avait aussi le Maroc à découvrir, il y avait aussi la relation des trois femmes et des hommes autour d'elles. Et pour ça, il fallait être aussi ailleurs que dans tout le temps le sujet. Et donc ça, c'était assez habile de doser entre quand on est dans le sujet chez le médecin ou quand il y a la radio qui passe, et puis des trucs entre elles de tous les jours. Et ça, c'était ça où ça a été retravaillé pas mal. Absolument. Et c'était bien, quoi. Faire des espèces d'introductions à chaque personnage, à leur vie autour. Oui, puis non, dans les relations, dans les dialogues, quand elles vont chez la copine, dans le sud, elles discutent, elles sont sur autre chose. Et voilà, et c'est bien aussi parce que c'est la vie, parce que c'est la vie aussi, on n'est pas tout le temps, ou même quand dans une famille il y a quelque chose de grave qui se passe, on n'est pas tout le temps dans la chose grave. On est aussi sur Passe-moi le pain ou chez les sur la vie de tous les jours. C'est vrai qu'il y a une dimension road trip, tu disais Thelma et Louise. En fait, ça c'est aussi assez sympa parce qu'il y a une dimension du coup émancipatrice pour elle avec Malika du coup qui décide de pas rentrer. À un moment elles écoutent la radio, mais à un moment elles écoutent aussi de la musique. Et il y a aussi un côté assez libérateur de ce road trip dans la voiture. Et un voyage de filles aussi quoi. Enfin même si c'est pour une cause grave et dramatique. Et puis une amitié qui se crée aussi entre eux. Oui, parce qu'on parlait d'humour, mais il y a aussi beaucoup d'amour finalement, malgré la gravité de la situation, que ce soit entre elles trois, mais aussi par rapport à certains liens qu'elles l'entourent, on sent qu'il y a finalement, malgré tout, beaucoup d'amour. Au départ, ça commence par de la solidarité pure, genre on est toutes les trois dans la merde, on se soutient et puis par la suite, on va voyager ensemble, on va échanger, on va dormir ensemble et voilà quoi. Donc il y a forcément de l'amitié qui se crée sur la route. Et puis heureusement, il y a quelques personnages autres qui viennent sauver un peu le tout aussi quoi. Ouais, absolument. Ils sont là malgré tout. La fin était fixée dès le début, les choix des différents personnages étaient fixés ou c'est un truc que tu as écrit au fur et à mesure ça non, c'était plus ou moins fixé pour les trois personnages principaux. Je savais où je voulais arriver vers la fin et donc c'était clair dans ma tête. Peut-être Lila, la décision finale, c'était pas celle-là. Mais c'est à la fin qu'on a switché que je me suis dit non, tu sais quoi. Finalement. Ouais. Pourquoi ? Parce que voilà, pour dire que nous sommes toujours dans une situation, dans un pays où la situation ne permet pas des prises de position courageuses à toutes les femmes. Et donc voilà, des fois on fait le choix de la lâcheté, mais en même temps, voilà quoi, ce sont des choix de vie qui vont être assumés n'importe comment et que c'est la loi de changer pour permettre à toute femme de prendre les décisions qui lui conviennent au moment où elle veut
réellement. Et que ce n'est pas aux femmes de défier ni leur entourage, ni la société, ni rien du tout. C'est à la loi de changer. Et qu'on peut reprocher à personne de céder à une pression. Absolument, absolument. Certainement pas. Est-ce que, alors je sais qu'il y a des problèmes de censure, mais est-ce que cette BD est ou sera disponible au Maroc? Mais elle l'est déjà. Elle est déjà? Elle l'est déjà, elle n'est pas du tout censurée. En fait, ça serait bien qu'elle soit censurée en même temps. Faire un bel. Non, je rigole. Je rigole au contraire. Moi, je veux qu'elle soit lue beaucoup par les Marocains et les Marocaines. Jusqu'à présent, les retours parce qu'elle vient en fait d'être diffusée ce week-end. Ah d'accord, elle vient. Donc c'est vraiment super récent et j'ai déjà pas mal de retours super encourageants. Franchement, beaucoup de fierté. Et maintenant, on s'attend bien sûr à d'autres avis complètement différents. La presse s'est saisie du sujet. On a eu de super retours de presse aussi. Je viens de tourner une émission avec la télé. On était en duplex et on a fait une émission à la télé marocaine. 2M et bientôt je vais faire des radios et tout ça et on va être invités toutes les deux au salon du livre en mai. Donc non, franchement il n'y a pas de censure. Et voilà quoi, c'est pas un sujet nouveau en fait, peut-être que c'est le format qui est nouveau, mais le sujet est déjà dans des livres, dans des essais depuis longtemps et on a cette liberté d'en parler. Maintenant, on a envie d'aller plus loin que juste d'en parler dans un livre et de disparaître. On a envie d'être partie prenante dans le débat sur cette question, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous vivons vraiment un moment historique au Maroc parce qu'il y a une grosse réforme qui se présente sur les droits des femmes en général. Là, on est en train de réformer le code de la famille, mais juste après, il y aura le code pénal. Et donc, on est plein d'espoir que ça apporte un changement sur cette question-là de l'IVG. Ouais. Et si la BD peut ajouter quelque chose sur le Maroc, parce que c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire que quand on a su que, je le savais dès le début, mais on a une diffusion au Maroc, une diffusion au Maroc, en Belgique aussi, francophone, dans les pays où il y a de la langue française, et au Maroc, en Tunisie, etc., au Canada, enfin bon. Et quand on a échangé avec notre diffuseur, Kamel, qui est, je crois, là ce soir, et Kim, qui s'occupe de... On avait imaginé une mise en place au Maroc qui était assez importante, mais voilà, qui était relativement modeste, mais importante quand même par rapport à une mise en place classique, parce que c'est un livre qui se passe au Maroc. Et en fait, Kamel a vraiment travaillé avec Fedwa, ils sont allés voir sur le terrain et tout ça. Il y a eu une remontée énorme, et on est passé de 500-600 exemplaires au départ à 800, 1000 et 1500. 1500 exemplaires en mise en place au Maroc d'une BD, c'est énorme. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une appétence, parce qu'il n'y a pas non plus des centaines de points de vente. Donc absolument. C'est quand même sur peu de points de vente, donc ça veut dire que les libraires ont pris des quantités importantes et ont pris un risque, bien soutenu par le diffuseur, mais quand même. Et donc ça veut dire que, et c'est aussi pour ça que c'est comme si en France on en mettait 40 000, quoi. Ouais. C'est quasiment Manu Larsonnet, quoi, au Maroc. Donc, mais voilà, ça vaut le Manu Larsonnet au Maroc. Donc c'est vraiment énorme. Et ça c'est super. Et pour le rendre accessible, on a accepté de baisser le prix pour que les gens puissent avoir ça. Et la preuve, c'est qu'elle a déjà beaucoup de presse au Maroc, elle fait de la télé, la radio, etc. J'étais invité au salon. Donc il y a vraiment, ça fait, et ce qui change en effet par rapport à ce qui a déjà été fait avec des livres autour du sujet, c'est que c'est une BD. Et donc on peut imaginer aussi qu'à travers justement ce road trip de femmes avec humour et en BD, ça rend peut-être le livre beaucoup plus accessible et beaucoup plus évident. Et du coup, c'est pas vrai qu'il fallait jouer sur le prix. Mais donc, on va voir, peut-être que ça va devenir un immense best-seller qu'on en aura encore plus au Maroc qu'en France. Mais, et en revanche, ce qu'il faut, c'est que c'est parce que ça se passe au Maroc que ça ne va pas intéresser les Français. Absolument. Et c'est vrai que pour l'instant, on a une mise en place un tout petit peu, qui est bien, mais on n'en parle pas trop, etc. Et j'aimerais que les Français aient un peu la curiosité aussi de s'intéresser à ce livre-là, parce que c'est pas qu'un livre sur le Maroc, c'est aussi un livre sur ce sujet, etc. Et qui nous intéresse aussi et qui est hyper actuel. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Pologne, etc. Donc c'est un sujet global, mais en plus, il y a ce road trip, en plus il y a l'humour, en plus il y a le Maroc, et en plus ça permet en effet, comme tu l'as si bien dit, de regarder peut-être aussi la question musulmane de façon un peu différente, en mettant à travers l'humour des filtres et de l'intelligence. Donc,
je propose que tous les gens qui vont acheter le livre ce soir en parlent autour d'eux, parce que je trouve que c'est un livre important et qui ne doit pas être un succès au Maroc, c'est un très beau livre, et en plus il faut l'accompagner et le faire lire parce qu'il est intéressant. Vous envisagez des interventions avec les lycéens, des choses comme ça? Parce que je pense que pour le coup, ils peuvent être directement concernés. Alors, on a une prof de français là. Qui a déjà soumis l'idée. Ouais. C'est justement c'est hyper intéressant pour les populations mixtes d'avoir un point de vue d'Afrique du Nord sur l'IVG, ce qui est rare quand même. Ouais. Donc pour les ados qui sont issus de l'immigration d'Afrique du Nord, pour eux, je pense que c'est une manière hyper intéressante d'aborder le sujet. Ça va plus les toucher, en fait, sûrement. Et puis, il y a aussi, comme le disait Frédéric, en fait, je me rappelle d'une petite anecdote, c'est que effectivement, quand on a commencé à parler de ce sujet, à travailler sur le sujet, alors on a un problème autour de l'IVG au Maroc, mais c'est réglé, c'est derrière les Français et tout ça. Mais un jour, Aude venait chez moi, elle était à Casa pour la résidence, elle venait chez moi, elle était énervée, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, on s'est réveillé avec des pubs sur les Vélib, je pense. Ah oui, il y avait des autocollants anti-IVG sur les Vélib. Et tout ça, et je lui dis, mais en fait, tant mieux, parce que ça prouve que ça n'est jamais acquis. Les droits des femmes, quels qu'ils soient, ne sont jamais acquis. Et à chaque à chaque changement de gouvernement, à chaque, je sais pas moi, montée de conservatisme, il va y avoir encore rediscussion sur ces questions. Alors là, vous avez eu la chance que la loi est passée dans la Constitution, mais la Constitution, ça change aussi. Pourrait se profiler, ça pourrait changer. Le débat pourrait revenir sur le... Oui, exact, mais partout. Donc en fait, c'était aussi pour moi une manière de dire, ben oui, c'est une histoire, je raconte une histoire du Maroc, mais c'est une histoire de femmes. Et la situation des femmes, elle est précaire partout, avec quelques peut-être degrés de différence, mais on est tous et toutes capables de subir ces situations-là. Et moi, je me rappelle, venant du Maroc, avoir une discussion avec une sénatrice du Texas. Bref, je restais polie. mais voilà, quoi. Elle était tellement fière. En fait, en pensant parler à une musulmane, elle était tellement fière de me dire nous, on interdit aux femmes d'avorter sur nos terres et machin, elles doivent partir... Ouais. Voilà quoi, et j'ai dû pas eu envie de les tranquilliser. Ça va de soi. Mais il y en a qui veulent creuser un peu le sujet. Il y a un Mediapart qui a fait un dossier sur l'avortement au Maroc en début d'année. Je vous encourage à aller voir. Et il y a aussi un site anglophone qui s'appelle Public Medical, mais qui a un article en français sur la situation non seulement de l'avortement, mais aussi de la contraception et du fait que les relations sexuelles hors mariage sont interdites au Maroc, ce qui change beaucoup de choses à la situation. Et c'est un article qui est libre d'accès. C'est pas parce qu'il y a une loi qu'il n'y a pas de sexe, hein. C'est ça, on est bien d'accord. Mais voilà, sur le fait que cette situation est générale en termes de problèmes, vous avez plein de choses différentes qui se mélangent. Absolument. Et cet article-là, il le résume vachement bien. Et ils ont fait des enquêtes publiques pour vraiment voir l'opinion des gens sur plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller fouiller là-dedans. Je vous donnerai des liens si vous voulez. Et si vous avez des questions aux autrices, n'hésitez pas. Des questions, il n'y en a pas, on prend des compliments. Ah mais oui, il faut tartiner les compliments aussi, allez-y. Hein. Moi, j'ai peut-être plus une réaction, en fait, je ne sais pas, parce que je vais repartir un peu de la dernière chose que tu as dit. Toutes les féministes m'ont dit, toujours, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, et tout ça en France, ont dit les droits des femmes ne seront jamais acquis. Et il appartient aux générations de s'en ressaisir et à chaque fois de ramener le sujet et à chaque fois d'en parler, c'est-à-dire toujours regarder le débat public. Et je trouve que passer par la BD, justement, qui est quand même un mode très accessible, parce que justement, le dessin aussi permet de donner une dimension très accessible, mais aussi très interrogative, parce que du coup, on rentre en comparaison avec l'image, et c'est peut-être parfois l'image qui nous amène aussi à réfléchir, ou enfin, en tout cas, à s'interpeller sur le texte, etc. Et je trouve ça, moi, très, très pertinent. Et voilà, ça, c'est pour la partie réactive, on va dire. Et puis, moi, j'ai une question sur l'impact que peut avoir cette BD au Maroc, quand même. Pour avoir connu le Maroc,
Je suis pas très, enfin comment dire, je sais pas, c'est peut-être pas les bons mots, pas très inquiète sur Rabat, Casablanca, Marrakech, enfin les grandes villes, même si on retrouve au travers des 3 personnages en fait la composition un peu à la fois traditionnelle, revendicative, nouvelle génération, tout dans la société marocaine. Pour avoir connu Gerada, Oujda, plus l'oriental ou même Meknès, hein, qui est une ville plus traditionnelle. Absolument. Je pense que ce ne sera pas ressenti de la même façon, ça n'aura pas le même impact dans la société marocaine qu'à Rabat ou à Casa. Totalement. Voilà. Mais même à Casa et à Rabat, Ouais. il y a tellement de sensibilités différentes que certains vont l'adopter, certains vont le rejeter, vont la dénoncer. Et puis après, les petites villes. Alors déjà, juste pour préciser à tous ceux qui connaissent pas le Maroc n'est pas un pays 100% francophone, c'est-à-dire que déjà le lectorat va être limité, disons, sur le Maroc. Est-ce qu'il va, la BD risque d'être rejetée certainement, même ici, elle va être rejetée par certains qui ne partagent pas les avis et tout ça. Et je ne pense pas que ça a à voir avec le lieu, parce que bien que lorsqu'on se retrouve dans une ville comme Meknès ou comme Gerada ou comme Oujda, effectivement, on voit bien que ce sont des lieux assez conservateurs, mais on ne connaît pas les gens. Et on ne connaît pas leur intériorité, leur intimité, Moi, j'ai toujours été... j'étais scotchée pendant le salon du livre de Oujda de découvrir des gens super cultivés. Ils sont incroyables. Donc, ils lisent beaucoup, ils ont cette curiosité. Après, est-ce qu'ils aiment ou ils n'aiment pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ça. Et je vais vous dire un autre exemple. À Tétouan, qui est une ville super conservatrice. Je pars présenter ma pièce de théâtre Nos mères. Et à la fin, on a une discussion vraiment super intéressante avec des femmes et des hommes, mais surtout des femmes. Et à la fin, il y a une jeune femme qui vient me dire je m'appelle Hanan. Je dis ok, je note son nom et elle me dit et je suis la Hanan de la pièce. Et le personnage Hanan dans la pièce est une jeune femme lesbienne. Et en fait, ça, c'est une ville des plus conservatrices au Maroc. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce en fait, une ville n'est pas forcément ce qu'elle renvoie. Il y a les gens sont réservés, les gens ne partagent pas sur la place publique, mais ce qu'ils vivent en intériorité et leur degré d'ouverture ne peut pas être mesuré à l'aune des manifestations publiques ou... Donc voilà, et puis il y a beaucoup de gens super friqués, super cultivés qui sont bardés de diplômes qui vont être complètement opposés à notre BD. Et donc voilà, moi ça me dérange absolument pas. Je me dis que si j'arrive à convaincre, ben, tant mieux. Si j'y arrive pas, eh ben, au moins on va dire à ce beau monde qu'on existe et qu'on va pas se la fermer. Et pour moi c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apéro. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Moi, je rajouterais juste un mot sur Aude, parce que ça fait le 2e livre qu'elle fait qui se passe en Afrique. Et que chaque fois, elle est avec des autrices qui ont une grosse personnalité, généreuse. Donc, Aude avait écrit Ouagadougou. Voilà. Ouais, Et elle sait les accueillir et les accompagner de façon formidable. Merci. Bravo. Elle est géniale, Aude. Vraiment. Merci. Je fais ce que je peux.